Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Nicolini qui va nous parler de la place de la thrombectomie mécanique pour les thromboses ilio-fémorales. Merci. Pour répondre à la dernière question, là, il y a des développements actuels qui font que on pense d'ici 2021-2022, il y aura des stents branchés ou fenestrés pour les veines. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de reparler plus exactement de la thrombectomie pharmacomécanique dans les thromboses veineuses profondes ilio-fémorales, pas forcément d'origine cancéreuse ou associée à un cancer. Alors pour régler le problème d'emblée et que vous gardiez ça en mémoire pendant toute la présentation, il y a les recommandations le disaient déjà avant, mais maintenant il y a un papier conséquent qui est sorti en 2019 de 300 patients consécutifs qui ont été traités à l'étage fémoro-poplité par ces procédés pharmacomécaniques et qui prouvent, on le disait depuis longtemps, qu'il vaut mieux pas faire, parce que d'abord sur ces 300 patients, c'était traitement anticoagulant contre traitement agressif, il n'y a pas de différence dans le syndrome post-thrombotique post-opératoire à distance, pas de différence entre les douleurs et les œdèmes à 30 jours. Par contre, il y a plus de saignement dans les patients qui ont eu un traitement par thrombo-pharmacomécanique dans le groupe. Donc la conclusion, c'est qu'il ne faut pas faire à l'étage fémoro-poplité. Alors, juste pour remettre les choses aussi, quels sont les buts et les challenges du traitement interventionnel à l'étage fémoro-iliaque? Donc, bien, c'est éviter la progression du thrombus, éviter la récidive et surtout limiter le syndrome post-thrombotique à distance. Donc, pendant la procédure, il faut supprimer le caillot, mais sans le fragmenter, donc sans emboliser, et sans laisser, bien sûr, de lésions obstructives sous-jacentes, puisque ça, c'est une cause de récidive et de thrombose quasiment dans les heures ou dans les jours qui suivent, et bien évidemment en essayant de limiter de léser les valves qui sont également source de reflux à distance. Quelles sont les techniques possibles? Historiquement, la thrombectomie chirurgicale, qui n'est pas encore enterrée dans certaines indications. Ensuite, le cathéter dirigé, la thrombolyse dirigée par cathéter in situ, thrombolyse in situ, et plus récemment, la thrombectomie pharmacomécanique ou mécanique. Quelles sont les recommandations qui étaient sorties en 2012 à la CCP et dans circulation en 2014? Eh bien, les indications doivent se faire, quelle que soit la technique utilisée, de préférence dans des centres qui ont l'habitude de toutes les techniques pour pouvoir pallier aux contre-indications de l'une ou de l'autre. Ce sont des centres expérimentés. Ça s'adresse qu'aux thromboses veineuses profondes fémoro-iliaques inférieures à 15 jours, ce qui est, je vous le rappelle, toujours difficile à préciser, puisque la clinique est toujours un petit peu décalée. Les gens commencent à avoir mal avant d'avoir l'œdème. Le diagnostic, l'échographie ne vient pas tout de suite. Donc on récupère des malades où 15 jours, c'est toujours difficile à préciser. Bien sûr, ce sont des malades potentiellement qui ont une pathologie néoplasique sous-jacente et que, bien évidemment, on va s'adresser à des patients qui ont une espérance de vie estimée à plus d'1 an, en bon état général et à faible risque de saignement. Ce sont les recommandations 2B. La thrombolyse générale est définitivement abandonnée depuis maintenant 2008, elle n'est plus pratiquée. Bien évidemment, également, tous les malades doivent bénéficier d'un traitement anticoagulant post-opératoire selon les recommandations internationales dans ce type de pathologie, donc avec ou sans embolie pulmonaire selon la durée qui modifie la durée du traitement. Et la thrombectomie chirurgicale, comme je vous le disais, reste une indication en cas de contre-indication des techniques endovasculaires pharmacomécaniques. Les lésions obstructives doivent être impérativement traitées sous peine de récidive et de thrombose quasiment immédiate dans les jours qui suivent, quand elles sont mises en évidence. Les contre-indications à la thrombolyse, tout le monde les connaît, grossesse, postpartum, risque hémorragique élevé, post-opératoire, d'autres chirurgies bien évidemment. Donc dans ces cas-là, il faut pouvoir proposer une thrombectomie chirurgicale et bien évidemment les thrombectomies mécaniques sont une alternative très intéressante, comme vous le verrez.
Les lésions obstructives, également, une publication de Mickley montre qu'elles sont très fréquentes. Alors, c'est pas forcément des lésions obstructives compressives comme dans le May-Turner ou Coquette. Ça peut être aussi un thrombus adhérent ancien résiduel quand on n'a pas bien ou difficulté de chiffrer le début de l'histoire clinique, et bien, ou ça peut être aussi des séquelles d'une thrombose veineuse profonde antérieure. Donc, dans 73%, la plupart des biocommunications, on retrouve la nécessité de mettre en place un stent, voire 90% dans certaines publications plus récentes. Le stenting, bon, je viens d'en parler, gros stent, gros diamètre, auto-expansif, on couvre largement les lésions, c'est très important aussi. Le traitement post-opératoire, j'en ai parlé également, bien évidemment associé à tout ce qui est physiothérapie, compression, mécanique pneumatique intermittente post-opératoire, leur J0, on les fait marcher à J0 et la compression souvent de classe 3 dans les suites. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature? Ça, c'est une série de Marseille, Olivier Hartung, qui historiquement fait partie des centres référents, en particulier sur la thrombectomie chirurgicale, puisque historiquement son prédécesseur, professeur Juan, était très impliqué avec Boeklov dans la thrombectomie chirurgicale à l'époque où il n'y avait pas d'autres alternatives. Et ils ont repris une série donc rétrospective comparant la période thrombectomie chirurgicale et prise en charge par procédé pharmacomécanique. Et vous voyez que bon, il y a peu de patients, c'était au début de l'expérience aussi, ils en ont beaucoup plus maintenant dans les parties pharmacomécaniques, et vous voyez que la durée de prise en charge est beaucoup plus longue quand on fait une chirurgie, ce qui est normal, et que les résultats sont meilleurs sur le plan de la qualité de vie et sur le score de Vivalta dans la colonne pharmacomécanique. Par contre, la précocité de la prise en charge est beaucoup plus rapide dans la thrombectomie chirurgicale et également il y a moins de longueur traitée dans la partie thrombectomie chirurgicale, puisqu'on utilise des anneaux de Volmar pour bien décaper les caillots résiduels anciens, alors qu'on ne le fait pas évidemment dans les procédés endovasculaires. Ceci est confirmé pour la mise en place des stents. Vous voyez que ici une série plus ancienne de Lin montre que la perméabilité primaire est moins bonne quand on met en place des stents, alors que dans la série de Hartung plus récente, on est à 93% de lésions stentées avec des perméabilités, vous voyez, qui sont à 36 mois de 97% sur des malades évidemment sélectionnés. La fonction valvulaire, dans une publication de Vogel dans le JVS en 2012, montre que finalement l'utilisation d'un cathéter qu'on pourrait considérer comme agressif est pas tant que ça, puisque là, on a moins de reflux que quand on fait une chirurgie de thrombectomie, ce qui veut dire que le cathéter a priori n'abîme pas les valves et que les valves sont souvent abîmées déjà par le processus de thrombose aiguë. Le coût, il manque une ligne. Le coût, c'est un phénomène important actuellement. Thrombolyse, procédé pharmacomécanique, ça coûte cher. Aujourd'hui, un système de thrombectomie pharmacomécanique, c'est 1 500 €, non pris en charge dans le cadre non couvert par le GHS, même à l'hôpital qui ont des GHS un peu plus favorables. Donc ça coûte de l'argent. Alors de l'autre côté, vous avez la thrombolyse, ça coûte cher aussi, mais moins qu'une thrombolyse artérielle, paradoxalement. Par contre, on va gagner de l'argent sur la durée de séjour et surtout la non-nécessité de mettre ces malades dans les unités de soins continus et donc des retours à domicile beaucoup plus rapides pour des résultats identiques en phase aiguë au départ. Donc aujourd'hui, le procédé pharmacomécanique est un peu moins coûteux que la thrombolyse in situ. Donc, une des conclusions de l'époque, c'était que l'avantage des procédés pharmacomécaniques par rapport à la thrombolyse, c'est qu'il y a moins de contre-indications. On peut faire ça chez une femme dans le postpartum, voire même enceinte. C'est plus rapide, c'est clair qu'on nettoie un axe fémoro-iliaque en quelques heures, voire même moins d'une heure, alors que la thrombolyse, ça peut durer, ça peut durer 48 heures, 50 heures. Il y a une surveillance, c'est une implication, il y a des
une biologie à surveiller, des risques hémorragiques. Donc il y a moins de complications hémorragiques dans les procédés pharmacomécaniques, l'hospitalisation est réduite, on n'a pas de nécessité d'unité de soins intensifs pour des résultats équivalents et avec un peu moins de lésions valvulaires et un coût inférieur. Donc on était parti sur des indications assez larges avec beaucoup d'espoir. Après, on a été un petit peu douché par cette publication dont tout le monde a entendu parler. C'est l'étude ATTRAC dont on attendait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que c'est l'étude ATTRAC? Eh ben, c'est 692 patients qui ont été randomisés aux États-Unis dans des centres, divers centres, variés, comme on dit, avec donc c'était traitement médical contre traitement agressif. Voilà. Donc les scores le critère primaire de endpoint, c'était le Vivalta. Alors le Vivalta, c'est très très bien, c'est fonctionnel, c'est anatomique aussi, mais ça reste pas documenté. Et dans le cas de cette étude, on a tous été surpris au moment de la publication des résultats à 2 ans, c'est que sur les 692 malades, il y en avait que 142 qui avaient eu un contrôle écho-Doppler dans les suites. Donc si vous parlez de perméabilité sur le score de Vivalta, c'est bien, mais sans un contrôle écho-Doppler, c'est inimaginable. Donc il y a eu une grosse levée de bouclier contre cette étude, d'autant que là-dedans, dans l'étude, il y avait un mélange de thrombose veineuse fémoro-iliaque et de fémoropopité. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les fémoropopité, fallait pas faire, donc évidemment les résultats en ont pâti, et que bien évidemment je passe très vite, les résultats et les conclusions ont été impactés par ce contingent de malades qui n'avaient rien à y faire. D'autant que bien sûr dans ces malades, ils n'avaient pas été stentés puisque seulement 30% des patients dans le collectif global avaient été stentés, et en plus avec des stents un peu n'importe quoi. Aux États-Unis, c'est compliqué. Donc ils avaient mis des stents, il y avait que le wall stent officiel, et puis ils avaient mis des stents de petit calibre, c'était pas du tout adapté dans des centres qui n'avaient pas trop l'habitude. Donc les conclusions qui avaient été à l'époque, c'était pas d'indication dans les thromboses, heureusement, dans les thromboses veineuses profondes fémoropopité, et puis il y avait peut-être une amélioration dans les thromboses veineuses fémoro-iliaques. Heureusement, il y a donc les résultats, c'était qu'il fallait pas trop faire. Je terminerai sur celle-ci. Les résultats ont été heureusement impactés par une analyse de sous-groupes qui a été publiée par Comerota qui est un des papes de la thrombolyse historique, et qui a montré que quand on prenait le sous-groupe des thromboses fémoro-iliaques, les résultats étaient quand même plus en faveur de la prise en charge pharmacomécanique, en sachant que ces patients avaient été pris en charge dans de bonnes conditions, dans des centres qui étaient plus formés à ça, avec, en plus, c'était des malades au stade vraiment aigu, il n'y avait pas des petits syndromes thrombose veineuse profonde, popité, donc c'était vraiment à l'étage élevé avec des gros syndromes, des grosses thromboses veineuses profondes, et que plus on allait vers ça, plus les résultats étaient meilleurs, avec des différences significatives, à la fois sur la qualité de vie, à la fois sur l'œdème, et sur la perméabilité également. Donc la conclusion, c'était qu'il fallait quand même tenir compte de ça, et que dans ces indications fémoro-iliaques, la thrombectomie pharmacomécanique était intéressante. Bon, je n'ai pas le temps de vous présenter notre série qui maintenant va être publiée dans le JVS, à Olivier Hartung et à moi, et qui montre que quand on prend en charge ces patients, donc c'était une étude prospective, on a un suivi à 4 ans maintenant, on a 94% de perméabilité primaire à 4 ans et 95% à 97% à 7 ans dans de bonnes conditions, et que la conclusion, c'est que ça doit être fait dans des centres qui ont l'expérience et entraînés avec une bonne sélection de patients, et que dans ces cas-là, on garde une indication et des bons résultats. Je vous remercie. Des questions dans la salle ? Alors on se heurte toujours à la prise en charge de ce matériel qui est coûteux, que ce soit pour la pathologie aiguë dont tu as parlé, mais la pathologie chronique. Donc je sais que cette année à la CNEDIS, il a été demandé une demande de remboursement de matériel pour au moins avoir une cotation de l'acte. Et on attend le résultat et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, on a la cotation de l'acte, c'est en fait c'est la prise en charge hospitalière qui suit pas.
enfin, je sais pas, dans les établissements privés, il faut savoir qu'un malade pris en charge comme ça, bon, nous, ça, on touche pas grand-chose, mais la clinique, ou l'établissement de soins, c'est 1 500 €, donc on paye même pas le device, quoi. Ouais. En pratique, est-ce que tu arrives à t'affranchir complètement d'un peu de fibrinolytique? Parce que nous, on en fait, il y a quand même, souvent, on est quand même obligé de... Un petit peu. C'est pas forcément 100%. Moi j'utilise le système de chez Bustom, où on peut utiliser ou ne pas utiliser de thrombolyse. Donc les doses de thrombolytiques sont vraiment très très peu. Alors, pour répondre aussi au stand, là tout à l'heure il y avait une remarque, je suis pas un adepte du wall stand pour des raisons de pause qui sont un peu compliquées. Alors c'est vrai qu'en France maintenant, depuis mars et juin, on a 2 nouveaux stands veineux, spécifiquement veineux, qui sont pris en charge, type C, qui sont l'Optimed, et Bard aussi. Ouais. Alors Optimed a l'avantage d'avoir des gros diamètres pour la veine cave aussi. Gros diamètre. Alessandra, oui. Alors, juste un rappel et peut-être une question par rapport au traitement médical qui suit ces gestes. Donc, la recanalisation qui peut être peut-être dans un futur quelque chose qui est souhaitable. Là, comme tu l'as bien dit, pour l'instant, le bénéfice clinique dans le syndrome post-thrombotique n'a pas été vraiment démontré, même si probablement sur les thromboses iliaques, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. La chose qui pose beaucoup de problèmes après ce geste, c'est la gestion médicale du patient porteur d'un stent veineux. Parce que ça, c'est absolument non standardisé. Il n'y a pas d'études randomisées dans ce contexte. Et il y a souvent des patients qui se retrouvent avec des stents veineux après le geste et on ne sait pas trop au niveau médical quoi faire. Donc on peut se mettre d'accord. Il y en a qui mettent de l'aspirine, il y en a qui mettent de l'aspirine plus anticoagulant, il y en a qui mettent anticoagulant seul. Ce qu'on voit, c'est que quand on arrête le traitement antithrombotique, chose que peut-être au niveau chirurgical ou radiologique, dans le suivi, on voit un peu moins au long cours le patient. Nous, ce qu'on voit, ça se rethrombose derrière. Et c'est vraiment relativement fréquent. Donc, on a tendance à rallonger le traitement anticoagulant. Donc, si c'est des patients qui étaient déjà censés être au long cours, donc c'est pour ça que je pense que c'est indispensable que ça soit discuté au cas par cas avec les médecins qui suivent les patients. Parce que si le patient doit être déjà aux anticoagulants au long cours, car on avait décidé comme ça avant de faire la procédure, ça a un discours. Si on oblige une jeune femme qui a fait une thrombose sous pilule, qui après cet événement n'en fera jamais plus de sa vie et qu'elle a plus besoin d'anticoagulants après, à garder un traitement au long cours à cause de ce stent, c'est vraiment un prix très cher à payer. Donc je dis pas jamais non, mais vraiment discussion avec les médecins qui suivent le traitement anticoagulant des patients. La tendance actuelle, on a beaucoup simplifié, on est très psychorigide sur cette attitude post-opératoire, effectivement, selon les équipes. Bon, déjà, pour un coquette simple, May Turner, au bout de 6 mois, on arrête tout, même les antiagrégants, rien. De toute façon, c'est pas justifié. Et les résultats montrent que aujourd'hui, on a 98% de perméabilité sans aucune contrainte particulière en dehors des situations à risque. Donc après, c'est que pour les syndromes post-thrombotiques ou thrombose veineuse profonde à l'étage aigu, il y a ceux qui ont une thrombophilie. Bon, ça se discute pas, évidemment, ils ont des anticoagulants au long cours. Et puis après, c'est surtout, enfin en tout cas, c'est un des critères sur lequel Olivier Hartung et moi sommes assez d'accord, c'est surtout le lidamon. Est-ce qu'il y a des séquelles en dessous de l'étage inguinal? S'il y a un inflow qui est pas bon, effectivement, la mise en place d'un stent fait que quand on va diminuer, voire arrêter les anticoagulants ou l'association avec antiagrégants, même si on n'est pas très bien convaincu de cette association, on voit qu'il n'y a pas forcément une thrombose tout de suite, mais il y a une diminution de la lumière du chenal circulant par une thrombose circonférentielle qui, au bout d'un moment, risque de se thromboser. Et donc, on réintroduit les anticoagulants ou on les laisse à cause de ce lit d'amont. D'accord. Il faut qu'on avance, parce qu'on a déjà un quart d'heure de retard. Merci.